cœur de votre vie. Radio Milega Toforo nyao nye wɔna aɖe si Togo didi ƒe nukpɔmɔdɔwɔƒe aɖe tome hena nuɖoɖo dzidzi na míaƒe gbe sia gbegbenɔnɔ ƒuxiwo. Le wɔna sia me la, Sophie etia mianu kple eƒe ame kpekpeawo anɔ mia ŋuti le numedzodzro ƒu ɖe tanya vovovowo ŋuti. Wɔna sia anɔ eme vam le kɔasiɖawo gbe tso etrɔ gade va se ɖe ga adre me. Mikpe mi be mianɔ mia ŋuti le ɖoɖo sia me. TVT au cœur de votre vie. Femme africaine, chérie,
sapilo ayoko. Ande den ayoko. Tata ingénieur de Strasbourg. Ayoko ye. Décadé, la force tranquille. Solo, muchi solo. Petri de sik matme ko na mumine ngera. Opembi solo, muchi solo. Tebesi sik anja jambo wana na mumane ngera. Opembi solo, muchi solo. Kashi no pese, position le mantembe. Opembi solo, muchi solo. Na song ki sherio, bawa sabade. Na song ki baby yo, so say c'est toi ma Miss Togo, c'est toi ma Miss Togo, non nous devons la donne, amere me son non nous devons la donne, amere me son Obi Adam Gourou a prêté. Monsieur le maire, Max Aweso. Lolo lilo. Me dona wawu kaklesika. Lolo lilo. Lolo me dona wawu kaklesika. Allô chérie Coco, c'est vrai j'ai déconné. Je t'ai trop négligé. Plusieurs fois découché, il faut t'avouer à moi de pardonner. Oui ma bouca me demande oui. Alaji Sano. C'est toi ma Miss Togo. Non nous devons la donne. Amere me son. Non nous devons la donne. Amere me son. Chérie Vivia go trop qu'on a malé. Coco Vivia go c'est qu'on a malé. La Lamborghini a tombé. Il a cassé à tombé. Signature a tombé. Compte en banque a tombé. Et toi mec chaque qui tombe. Honorable Noël Dembouke. Alors tu tombes le câble. Sabi le sénateur. Chérie Tamouni. Holali Joko. La Miss Togo. C'est toi ma Miss Togo. C'est toi ma Miss Togo. Non nous devons la donne. Amere me son. Non nous devons la donne. Amere me son. C'est toi ma Miss Togo. C'est toi ma Miss Togo. Non nous devons la donne. Amere me son. Non nous devons la donne. Amere me son. Cyril Akono. Padema kokpa koko. Demia tebe na jalo. Padema kokpa koko la. Demia webe jalo. Jopi Olympio. Ode kenye nyeba jisapilo. Ayoko. Ande den ayoko. Ode kenye nyeba jukose. Binyobe na yelo. Okwe binyobe mama. Ode kenye nyeba jukose. Binyobe na yelo. Okwe binyobe mama. Sikat, Nosu Pascal, le B.O.S. Ahmed le champagnard. Linda Aweso, Elima. Alino Chardon. Magic Beat.
bonsoir. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Et pour ce tout premier numéro de Au cœur de la nation de l'année, nous renouons avec la sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus au Togo. Et nous sommes ce soir sur ce plateau avec professeur Komi Séraphin Adjo. Il est pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune et membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également le médecin commandant Wembo Alatoko Belei. Elle est la directrice de l'Institut national d'hygiène, INH, également médecin, biologiste et épidémiologiste. Docteur Alatoko, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également le maire de la commune Golfe 1 avec nous, Monsieur Kwame Blekpo Gomado. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, Anissa. Alors, le professeur Adjo, les cas positifs au coronavirus, on va dire que ces cas augmentent après une certaine accalmie avant les fêtes, on va dire. Alors, dites-nous, est-ce que ces chiffres-là que nous recevons ces derniers jours, disons cette semaine-là, ces chiffres ont un lien avec les fêtes de fin d'année qui sont passées? Merci. Vous savez, les moments des fêtes sont des moments de rassemblement, de grands mouvements, des moments de promiscuité et surtout des moments où on baisse la garde par rapport à l'application des mesures barrières, dans l'euphorie de la fête, bien sûr. Et donc, c'est des moments qui prêtent à beaucoup de situations de contamination. Et donc, on est à 15 jours de Noël, 8 jours de fête de Nouvel An. C'est très plausible que l'augmentation qu'on a actuellement s'inscrit dans les conséquences de ces fêtes-là. Mais professeur, durant les fêtes de fin d'année, justement pour éviter ces chiffres-là, des mesures ont été prises, entre autres le couvre-feu du 18 au 3 janvier. Alors, est-ce qu'on va dire que, disons, ces mesures-là n'ont pas fonctionné, alors qu'on dit que le bilan est satisfaisant? Ah si, les mesures ont porté leurs fruits. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces mesures ont été éditées pas pour complètement annuler l'effet néfaste des fêtes sur cette pandémie, mais juste pour l'amoindrir, le réduire. Et vous savez, dans d'autres pays qui sont dans la même sous-région que nous, on comptabilise plus de 100 cas, voire 200 cas par jour. Et donc, actuellement, nous sommes dans la fourchette de 40-50 cas. C'est beaucoup, mais si on restait dans cette fourchette-là, on peut se dire qu'on a réussi. Donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment se plaindre qu'on n'ait pas eu d'effet favorable des mesures qui ont été prises. D'accord. Alors, Madame la directrice, donc on va dire que sans ces mesures-là, on aurait eu pire que ça? Évidemment, sans ces mesures, on aurait eu plus que ça. Ces mesures ont permis, comme le professeur Adjo vient de le dire, d'amoindrir l'augmentation du nombre de cas qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu ces mesures. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est la conséquence directe de tous ces mouvements qu'il y a eu pendant les fêtes. J'appelle mouvement tous les retours au pays pour les fêtes, ou toutes les sorties pour aller faire les fêtes. Et donc, pendant cette période-là, nous avons observé une augmentation du nombre de cas au sein des voyageurs essentiellement, et aussi des personnes contacts. Donc, les personnes contacts qui auraient été en contact avec les cas confirmés. Donc, cela implique qu'il y a eu beaucoup de promiscuité. On aurait pu avoir pire que ça si on n'avait pas ces mesures de couvre-feu. Peut-être que ça aurait été une augmentation exponentielle du nombre de cas et non une augmentation en termes de multiples de 2 ou de 3 que nous avons aujourd'hui. Et vous l'observez également, c'est une tendance mondiale, que ce soit dans la sous-région ouest africaine ou
au plan mondial, nous avons une augmentation du nombre de cas. Et dans notre contexte, on peut dire que cette augmentation-là n'est pas si grave que ce qu'on observe ailleurs. D'accord. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous vous attendiez à ces chiffres-là, vu les mesures qui ont été prises? Et je suis sûr qu'au niveau de Golfe 1, vous avez mis tout en place pour sensibiliser la population et tout. Alors, est-ce que vous attendiez à ces chiffres-là que, bon, nous jugeons pas trop alarmants quand même? Merci, mais avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de votre plateau pour renouveler mes vœux, mes meilleurs vœux de santé, joie et paix et prospérité à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, et aussi particulièrement à mes collègues conseillers et maires dans les 117 communes. Bon, pour revenir à votre question, je dirais oui et non. Oui, parce que avant même la fête, les fêtes 24, 25 et 31 premiers, vous allez voir l'euphorie à travers nos communes, dans les marchés. Bon, les mesures barrières ne sont plus strictement respectées. Et comme vient de le dire le professeur, il y a cette promiscuité, malgré les appels que nous faisons et malgré les vigiles que nous avons placés au niveau des différents marchés, et aussi les comités de veille au niveau de chacun des 36 quartiers que composent nos communes. Mais bon, il y a cette baisse-là, et que bon, la joie de fêter a fait que les gens, nos concitoyens, ont fait fi au respect de ces mesures. Je crois que bon, c'est tout ça qui a aussi contribué à ça. C'est pour dire oui, que à notre niveau... Vous attendiez à ces chiffres-là. C'est ça. Mais alors, monsieur le maire, au niveau de Golfe 1, dites-nous comment se sont déroulées les fêtes. C'est vrai qu'on a compris que déjà avant ces périodes-là, l'euphorie a commencé. Mais vu les mesures restrictives qui ont été prises entre le 18 au 18 décembre au 3 janvier, quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau de vous, la mairie Golfe 1, pour peut-être surveiller un peu plus les populations, leur rappeler le respect des mesures barrières? Alors, comment cette période s'est déroulée? Non, bon, nous avons, au niveau de la sensibilisation des concitoyens, on a redynamisé les comités, mais surtout nous avons travaillé avec le chef canton et les chefs de quartier, surtout pour le respect du couvre-feu. Vous êtes sans savoir que dans notre zone, au moment du couvre-feu, bon, il n'y a pas tellement le respect dans le passé, mais nous avons profité de cette occasion pour attirer l'attention de nos populations à respecter ça. Et je crois que ils en ont respecté. Ceux qui ont tenté de ne pas respecter et qui ont cherché même à semer un peu de trouble. Et bon, nous-mêmes, bon, on s'est mis devant pour les rappeler à l'ordre. Pour les rappeler à l'ordre, et même arrêter certains pour les garder au moins 3-4 jours au commissariat. C'est pour ne pas permettre aux autres de suivre bon, ce mouvement qui n'honore pas notre commune. Donc cet acte a permis quand même à dissuader certains de ces jeunes-là. Donc globalement, en matière de couvre-feu, bon, les gens ont respecté. Mais c'est seulement dans la nuit du 31 au 1er. Bon, là, on va dire que tous les Togolais étaient unanimes pour dire, bon, c'est la fête. C'est ça. Et que, bon,
mais avant cette période de 0 moins, les gens sont à la maison. Mais bizarrement, hein, lorsque minuit a sonné, vous allez constater que tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti et c'est la tradition du nouvel an, en fait, qui a été respectée. Nous, on a constaté que, bon, hein, parmi tout ce mouvement d'ensemble-là, il y a ce risque-là hein, de contamination qui peut, bon, hein, se passer. D'accord. Alors, Madame la directrice, dites-nous, vu que, disons que, lorsque nous avons entendu le professeur Adjo parler, après Noël, on est déjà dans la quinzaine. Maintenant, après le nouvel an, il faut encore attendre la période d'incubation. Est-ce qu'il faudra s'attendre à peut-être des chiffres un peu plus élevés dans les jours à venir? C'est possible qu'on ait des chiffres plus élevés dans les jours à venir. Ça ne serait pas surprenant, mais comme nous l'avions dit tantôt, c'est quand même une augmentation raisonnable et on peut attribuer cela à l'impact positif qu'auraient eu les mesures mises en place ou les recommandations, les mesures prises par le gouvernement en termes de couvre-feu pour amoindrir les mouvements d'ensemble, pour amoindrir les regroupements qui auraient pu augmenter le nombre de cas de façon exponentielle. D'accord. Alors, professeur Adjo, vous êtes membre du conseil scientifique. On a compris que justement c'est le conseil scientifique qui aurait émis l'idée de certaines de ces mesures, dont le couvre-feu. Alors dites-nous, si vous devez peut-être analyser cette mesure-là, que pense le conseil scientifique? Est-ce que ça a porté, le couvre-feu a été respecté, ce qu'attendait le conseil scientifique en émettant cette idée, ça a été réussi? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le conseil scientifique est souvent saisi par nos autorités pour avoir un avis scientifique. Et donc, le gouvernement avait demandé au conseil de réfléchir un peu sur les mesures qui peuvent nous aider à amoindrir, à contenir un peu cette crainte-là d'explosion des cas liés au fait. Et donc c'est dans ce cadre-là que le conseil a émis son avis et comme toujours, c'est le gouvernement qui décide à la fin faire ce qui est applicable avec les moyens dont il dispose. Alors, oui, on avait analysé l'évolution, la courbe d'évolution de la maladie dans notre pays depuis octobre et jusqu'à début décembre où on a été saisi et bien on était sur une tendance assez raide dans le cadre d'une évolution avec un doublement de cas quand on passe de fin septembre jusqu'à début décembre. Et donc, on s'était dit, si cette tendance, même s'il n'y avait pas de fête, si cette tendance se maintenait comme ça, avec doublement de cas, on risque d'atteindre quand même des chiffres inquiétants en janvier. Et donc, il était absolument important de voir déjà comment essayer de contenir la situation. Et la fête devait venir pour aggraver les choses. Donc, il était absolument indispensable qu'on fasse quelque chose. Et donc, les mesures qui ont été prises, est-ce que cela suffit pour répondre? Je crois que tout le monde a constaté, on a été tous bridés dans notre élan à fêter. Tout le monde a été bridé. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Les rues étaient vides, les bars étaient vides. Et donc, à contre-cœur, mais... À contre-cœur, mais du moment où les gens ne se rassemblent pas, ne se côtoient pas, le risque est moindre. Et donc, on peut dire, quelle que soit la situation qu'on va avoir, même si on a plus de cas après
cette période qu'on passe actuellement, il faut se dire que si on n'avait rien fait, ça allait être vraiment catastrophique. Et donc, on peut se féliciter, c'est un sacrifice que chacun a fait. Ceux qui ont subi en plein peu, avec surtout sur le plan économique. C'est de gros sacrifices, mais cela vaut le coup. Et donc, quelle que soit la situation aujourd'hui, on doit se féliciter d'avoir accepté faire ce sacrifice-là. D'accord. Et alors, professeur Radio, dites-nous, vous êtes également co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune. C'est vrai que c'est un centre de prise en charge sanitaire, mais on est tenté de se demander comment se sont déroulées les fêtes de fin d'année au niveau du CHR. Pas seulement au CHR, oui, mais... dans tous les hôpitaux, hein, c'est le propre du personnel de soins, hein, de santé, où les autres fêtes, ils travaillent. Et donc ça a été le cas, hein, il n'y a pas eu quelque chose de spécial au niveau du CHR Lomé Commune. On est là pour nos malades. Et donc, on fonctionne par équipe. Donc, l'équipe qui était là a travaillé normalement, comme si de rien n'était toujours appliqué dans ce qu'il doit faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Et bien sûr, quand on sort, on souffle un peu, mais au moment où il faut travailler, on travaille. Oui. Voilà. Mais par rapport aux malades, quand tu es malade, tu ne penses pas à la fête. Tu penses d'abord à recouvrir la guérison. Et donc, l'ambiance, globalement, au niveau des CHR, c'est une bonne ambiance. L'État fait de gros efforts pour que les conditions d'hébergement des gens soient acceptables. Et donc, cela contribue donc à ce climat qui est un bon climat de travail. D'accord. Alors, Madame la directrice, voilà, on a un peu compris disons, comment se sont déroulées les fêtes, l'ambiance au niveau des hôpitaux et surtout du CHR. Alors, au niveau de l'INH, parce que l'INH a été quelque peu assez sollicité durant l'année 2020 et cela continue. Alors, dites-nous, est-ce que, disons que par le passé, si on prend la fin d'année 2019, elle n'a pas été la même que la fin d'année 2020 à l'INH, madame? Non, pas du tout. Au-delà du fait que le volume de travail a augmenté en termes de dépistage pour cette maladie en cours, elle a été un peu morose pour les autres activités parce que les volumes d'activité pour les bilans de routine, il y a eu une diminution de l'ordre de 10%. Et donc, cela implique également une diminution des recettes. Mais paradoxalement, il y a le volume d'activité qui est incompressible par rapport aux tests qu'il faut réaliser. Et pour cette période de fête précisément, nous avons eu à travailler pour permettre aux voyageurs qui devaient repartir soit le 26 ou le 2 d'avoir leur test réalisé dans les délais et qui leur est notifié dans les délais pour qu'ils prennent leur vol. Donc, ces 2 jours-là, le 25 et le 1er, nous avons eu quand même à gérer une affluence importante au niveau de l'aéroport pour le dépistage des voyageurs. Maintenant, pour ce qui concerne les cas de routine, c'est-à-dire les cas qui nous viennent des districts ou des formations sanitaires, bon, il y a eu une accalmie par rapport au nombre de prélèvements réalisés par ces formations sanitaires-là. Il y a eu une diminution drastique parce que non seulement les suspects ne sont pas venus en consultation, mais les prélèvements, certains prélèvements ont pu être différés pour les contacts. Donc, comme il n'y avait pas d'urgence, voilà, à ce niveau, il y a eu une petite accalmie. Mais pour les voyageurs, il y a eu une augmentation de sollicitation. Bon. Alors, monsieur le maire, dites-nous, on a passé le cap des fêtes, les mesures restrictives sont passées, disons que la vie a repris
son cours. Alors, si vous devez nous parler de Golfe 1, comment les populations ont repris leurs activités? Est-ce que, bon, à passer disons, ces mesures-là qu'on a prises pour les fêtes, vous observez déjà un relâchement ou on est resté toujours dans le respect des mesures? Merci. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur l'impact des mesures prises en cette période de fête. Bien sûr qu'au niveau des gestionnaires des bars, ça a impacté négativement leurs revenus. Beaucoup d'activités économiques. Au niveau, par exemple, de la population, je crois qu'on a gagné quelque chose parce qu'on n'est pas parti dépenser. On a fait plus d'économies. C'est ça, on a fait plus d'économies. Aux grandes dames des opérateurs économiques. Et aussi, ce que moi particulièrement j'ai remarqué, c'est aussi cette mesure-là a permis aussi d'éviter des accidents. D'éviter des accidents, ce qui veut dire que quel que soit le cas, l'intérêt qu'on a eu, c'est vraiment très important. On a plus gagné que perdu. Que de sortir, parce que bon, moment de fête, vous allez sortir, bon, ce n'est pas forcé, c'est inutile, mais quand même, cette mesure-là nous a permis de rester quand même à la maison et auprès de nos familles. Oui, c'est ça. Par rapport à votre question, je crois que les populations, bon, du moins c'est de la commune du Golfe 1, les gens s'habituent à vivre maintenant avec la maladie. Cette pandémie. Et les gens n'ont plus peur. Mais c'est seulement l'application stricte des mesures là qui sont vraiment négligées. Et ce qui nous donne plus encore de travail. Ce qui nous donne plus de travail à faire. Et aussi, on a constaté que au niveau de notre commune, l'organisation des funérailles, bon, ça, après ces mesures-là, les gens, on reçoit, cette semaine, on a reçu beaucoup de demandes. Oui, bon, les gens ont voulu fêter avant de... C'est ça. Avant d'organiser les funérailles. Donc, ce qui veut dire que nous avons encore fait appel à la force Covid pour aller suivre tout, surveiller ces rassemblements-là, ces rassemblements-là et faire en sorte que ça ne soit pas encore des soucis pour le corps médical après tout. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, les fêtes de fin d'année sont passées et durant cette période, justement, le 31, le chef de l'État a annoncé, cette prouesse. Enfin, je parle des vaccins qui seront bientôt administrés au niveau du Togo. Je crois que c'est... Le chef de l'État a annoncé beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, mais concernant la lutte contre la pandémie, cette nouvelle-là a retenu notre attention à tous. Alors, professeur Adjot, dites-nous, il y a quelques semaines, nous étions sur ce plateau, on parlait des vaccins qu'on entendait ça et là, un peu en Europe et dans les autres pays de l'extérieur. Et voilà qu'en fin d'année, le chef de l'État annonce un vaccin pour le Togo. Alors, dites-nous comment cela s'est passé concrètement. Bon, si moi j'ai bien compris, je crois que j'ai bien suivi le chef de l'État, ce qu'il a dit, c'est qu'il a affirmé sa volonté à mettre à la disposition des Togolais des vaccins dès que cela sera possible. Voilà. Bon. Je crois que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui je crois qu'il ne faut pas... Il faut essayer de réexpliquer. Voilà, c'est ce que le chef de l'État a dit. Dès que cela
sera possible, il s'engage à mettre à la disposition du peuple togolais des vaccins. Et voilà, donc c'est une volonté déjà affichée bien avant cette adresse-là. Et au niveau du ministère de la Santé, il y a déjà un groupe technique thématique qui réfléchit déjà, sous l'instruction du chef de l'État bien sûr, qui réfléchit à comment déployer ce vaccin-là si on venait à l'avoir. C'est lourd comme stratégie. On n'a jamais vacciné autant de personnes. Vous savez, pour avoir l'immunité collective, normalement, il faut vacciner au moins 60-70% des Togolais. Ouais, on parle en termes de 6 millions par là. Et bon, donc c'est beaucoup de doses énormes, c'est du jamais fait. Et donc ça nécessite une réflexion, ça nécessite une stratégie. La logistique doit être très bien réfléchie et pourvue suffisamment. Et donc ce groupe thématique travaille là-dessus et pour que dès que les vaccins seront là, comment les conserver, comment les acheminer justement, dans les conditions de sécurité. On avait parlé de cette température-là. Absolument. Pour le moment, on ne sait pas quel vaccin on aura. Et donc tout ça là, détermine la réflexion. Il y a des vaccins qui se conservent relativement facilement, d'autres plus difficilement. Donc tout ça là, doit être pris en compte dans la réflexion. Donc ce groupe thématique ou technique travaille d'arrache-pied là-dessus pour sortir des propositions claires, applicables dans notre contexte. C'est ce que je peux dire pour le moment. Le Togo, le gouvernement togolais a déjà fait sa demande auprès de la plateforme COVAX qui fournit des doses. Et donc sûrement on aura des vaccins quand on ne peut pas le dire avec certitude, probablement au deuxième trimestre, vers la fin du deuxième trimestre, mais on ne peut pas donner de date aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je peux dire selon les informations que j'ai. Voilà. Les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours. Alors, monsieur le maire, dites-nous alors, comment vous avez accueilli disons, cette annonce-là du chef de l'État? C'est vrai que c'est sa volonté, mais sûrement que les populations ont compris cela comme moi j'ai posé la question. Le chef de l'État a dit que cette année, on aura un vaccin. C'est ça. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est, on dit généralement, gouverner, c'est prévoir. Ça, c'est stratégique, vu l'évolution de la pandémie. Ce n'est pas, si on n'arrive pas à réfléchir à temps sur comment gérer, après, ça va être catastrophique pour nous. Donc, la démarche du chef de l'État, moi, je l'apprécie. Je l'apprécie, je l'encourage à aller dans ce sens-là. Mais par rapport à la population, vous allez voir, bon, même les gens qui sont en Europe envoient des messages que ce vaccin, c'est destiné. C'est tout un travail. Donc on sollicite les médias de nous aider quand même à expliquer ça à la population. Parce que vacciner, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Le Togo continue de faire, de vacciner. D'organiser des opérations de vaccination et tout. Donc, tout ce qui va dans l'intérêt de la population, c'est ça que le gouvernement va faire en matière de santé. Donc, il faut avoir confiance, c'est le mot même, et de ne pas écouter les fake news, tout ce que les gens disent et autres là. La preuve, c'est que d'autres pays ont déjà commencé. Ont déjà commencé. Je ne suis pas médecin, je sais que même quand vous prenez un médicament, il y a ce qu'on appelle des effets secondaires. Ça, les gens ne vont pas traduire ces effets secondaires que les gens vont nous tuer et autres là. Donc on doit faire attention. Et monsieur le maire, est vu
comment déjà la compréhension de l'adresse du chef de l'État, peut-être qu'à votre niveau, niveau de la commune Golfe 1, vous commencez déjà par réfléchir peut-être à des séances de sensibilisation ou d'explication aux populations. Oui. Bon, on n'a pas encore commencé, mais comme on a l'habitude pour les opérations de vaccination, on travaille toujours avec les districts sanitaires. Donc, au moment opportun, on va les solliciter puisque c'est eux qui doivent être au devant pour, comme ils maîtrisent mieux ce thème-là. Donc, nous, on va de façon administrative organiser ces débats-là. Premièrement avec les chefs de quartier et les responsables des CDQ et surtout au niveau de chaque quartier, il y a les comités de santé, essayer de discuter avec eux et ces parties prenantes vont faire descendre les informations au niveau de la base. D'accord. Alors, directrice, au niveau de l'INH aussi, bon, nous comprenons que il y a que des techniciens là-bas, ils savent que le processus sera long et enfin, lorsque le chef de l'État a manifesté sa volonté, ça ne veut pas dire qu'au lendemain, on a des vaccins. Oui, le chef de l'État a manifesté sa volonté politique et c'est aux techniciens de se mettre à l'œuvre à partir du ministère de la Santé et sur avis du conseil scientifique et du groupe technique qui a été mis en place pour réfléchir sur quels sont les types de vaccins pour lesquels le Togo va opter et quelle sera la stratégie vaccinale, c'est-à-dire quelles sont les populations cibles qu'il faut vacciner, comment importer ces vaccins-là, par quel mécanisme, est-ce qu'il faut passer par la sous-région, est-ce qu'il faut passer par l'OMS, et quand ces vaccins vont arriver, comment est-ce qu'il faut les acheminer, d'abord les conserver, les acheminer au site de prélèvement, au site de vaccination, et une fois que les vaccins seront administrés, comment suivre les effets adverses liés à la vaccination. Tous ces éléments-là doivent être mûris en amont, avant que nous ayons les premières doses disponibles. C'est ça qui va expliquer un long délai d'organisation et d'attente, parce que les doses elles-mêmes ne sont pas encore disponibles. L'initiative COVAX, qui a pour but de faciliter l'accès aux vaccins aux populations les plus vulnérables, notamment les Africains, a opté ou s'est positionné pour 700 millions de doses sur les 200 milliards qui aura de disponibles. Vous voyez que c'est peu par rapport à la population, la totalité de la population vulnérable. Ça veut dire que l'autre partie du monde prendra la quantité la plus importante et donc nous on va attendre un peu plus longtemps. Probablement qu'en ce moment on aurait eu suffisamment de recul, c'est-à-dire on aurait eu le temps de voir ce qui va se passer avec ces vaccins-là avant que nous on les a à notre niveau. D'accord. Alors, parlons justement des mesures peut-être de lutte contre la maladie. Professeur Adjo, les tests de produits phytosanitaires sur des patients ont déjà commencé. Alors, dites-nous un peu comment cela se passe. Oui, merci. Effectivement, l'Université de Lomé a pris l'initiative de conduire un essai, une étude pour voir un peu quel sera l'apport des formulations locales pour traiter cette maladie. Et donc, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on a commencé l'inclusion des malades. Et comme on l'avait déjà dit, c'est volontaire, on ne force pas les malades à participer. On leur explique très bien, on prend des précautions pour ne pas administrer ces médicaments ou ces produits-là à n'importe qui. Et donc tous ceux qui ont un état de santé fragile ou qui ont d'autres maladies,
on évite de les inclure dans cette étude-là. Et c'est la règle dans la matière. Hein. Donc, c'est une étude qui est entourée de sécurité enregistrée au niveau international. Donc, les inclusions, donc l'enrôlement des malades dans l'étude se poursuit. On pensait que les choses allaient se passer plus vite. Voilà, il y aurait plus d'engouement. D'engouement et que très rapidement, on aura le nombre qu'on cherchait pour analyser et prendre rapidement une décision. Mais ce n'est pas simple. Hein. Les gens ne sont pas... Voilà. Les gens sont dubitatifs, ils se disent cette histoire-là. Je préfère prendre le médicament du blanc. Et puis... Bon, ce n'est pas qu'il y a un problème fondamentalement avec les formulations locales, mais c'est lié aussi au caractère de cette étude. Mais progressivement, ça avance. On espère qu'on va connaître la vitesse de croisière pour aller plus rapidement et pouvoir analyser, tirer les conclusions de cette étude et voir ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, les choses se poursuivent. Alors, professeur, est-ce que il ne serait pas peut-être possible d'associer justement les premiers responsables des communes, les populations à la base, peut-être les sensibiliser les populations à plus d'adhésion ou d'engouement Non, la population n'a rien à y voir. Que la population, si vous sensibilisez les 8 millions de Togolais, oui, mais et que 6 millions sont convaincus, et qu'à la fin, c'est les 2 millions non convaincus qui tombent malades et qui refusent. Le problème, c'est centré sur le malade. C'est le malade qui arrive, qui doit être convaincu, qui doit accepter librement participer à cette étude. Et on prend toutes les précautions. C'est des gens qui ont un suivi, des analyses régulières pour voir qu'il n'y a aucun problème lié aux médicaments à leur niveau. Et heureusement, jusque-là, on n'a pas eu de problème qui nous ait amené à nous inquiéter spécialement. Mais on prend toutes les précautions et dès qu'on a la moindre alerte, même si ce n'est pas intrinsèquement lié aux médicaments, on arrête. Donc, c'est avec beaucoup de précautions. Mais c'est le malade qui doit accepter, prendre les médicaments suivant le protocole qui est décrit. Et c'est à lui seul que revient la décision. D'accord. Alors, professeur, est-ce qu'il y a une cellule, une équipe bien spécifique qui est là et dès qu'un patient est admis, l'équipe se charge d'expliquer concrètement le processus? Oui, il y a une équipe qui est là. Quand on reçoit un malade, on vérifie d'abord qu'il répond aux critères d'inclusion. Et donc, s'assurer qu'il n'a pas d'autres maladies sur le foie, sur le rein, sur des organes importants. On fait des prélèvements et après, on s'assoit pour voir est-ce que ce malade-là peut être inclus. Et en ce moment-là, on lui propose, on lui explique comment on a eu les médicaments, quels sont les effets attendus du médicament, quelles sont les précautions qu'on prend et comment ça se prend et ainsi de suite. Et on demande son accord, son adhésion à participer à l'étude. S'il dit OK, là, on tire au hasard et on lui donne une des formulations qu'il prend. Et donc, il y a une équipe depuis, je dirais, l'entretien avec le malade jusqu'à la gestion des données de l'étude. C'est toute une équipe. Hein. Il y a des statisticiens, il y a des épidémiologistes, il y a des cliniciens. C'est toute une équipe qui s'en charge. Et donc, avec dedans le professeur Ekoevi, Danyra, il y a plein de disons presque tous les membres du conseil scientifique. Non, pas tous les membres du conseil scientifique. Ce n'est pas une étude du conseil scientifique. C'est une étude de l'université. Certains d'entre nous ont vous retrouvez à l'université. Mais
une étude de l'université, étant donné qu'il y a des enseignants, des professeurs de l'université qui font partie du conseil, donc il y a un peu ce chevauchement, mais c'est une étude de l'université. C'est une étude quand même qui est passée au niveau du conseil scientifique, et donc le conseil scientifique est informé de cette étude-là. Et c'est mené suivant les critères, suivant les règles, l'éthique en la matière. Et il faut rappeler, pour ça, il faut rappeler aussi que, disons, que tout ce qui se fait là a reçu peut-être l'approbation ou reçoit le suivi de l'OMS. Ce n'est pas l'université de Lomé qui s'est levée et puis elle fait des tests. Ce qu'il faut d'abord dire, ce n'est pas seulement l'OMS. Il y a, au niveau du pays, il y a un comité éthique. Vous ne pouvez pas, bioéthique, vous ne pouvez pas entreprendre une étude sur l'humain sans donner le protocole à ce comité-là, qui l'envoie à des experts qui vont l'étudier, voir un peu s'il n'y a pas de risque pour la population, pour les malades, et vérifier que l'étude remplit toutes les conditions de sécurité pour le malade pour être mise en œuvre. Et c'est après que ce comité-là donne son accord pour la mise en œuvre. Maintenant, pour cette étude spécifiquement, compte tenu du contexte international où il y a assez d'essais qui se mettent, l'étude a été enregistrée, donc l'OMS est informée, mais au-delà de l'OMS, les sommités internationales qui gèrent les études des essais cliniques, c'est une étude qui a été enregistrée en bonne et due forme, où c'est connu au niveau international qu'on est en train de faire un travail, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et après les résultats aussi seront publiés, et cela permettra aux uns aux autres de pouvoir l'apprécier et discuter, interpréter les données comme cela se doit. Alors professeur, avant maintenant de vous lâcher avec justement ce côté-là, les tests sur des produits phytosanitaires, tout à l'heure vous avez parlé du fait qu'on tire au hasard, c'est-à-dire que c'est une machine qui choisit le traitement à donner aux patients. Alors on a 3 formulations locales qu'on va donner, mais on ne regarde pas la tête de quelqu'un et dit, toi tu prends ça, et l'autre prend ceci. Voilà, dès que le malade dit, je suis d'accord, il y a quelqu'un qui tire au hasard, donc on lui attribue un chiffre, et ce chiffre-là correspond à un des médicaments qu'il devra prendre. Et donc c'est ce médicament-là que lui va prendre. Et donc c'est un tirage, on attribue au sort comme ça, en tirant au sort les médicaments aux malades, pour respecter, un peu, pour ne pas dire après qu'on a donné un médicament à un groupe. Et que comme c'est celui-ci, on lui a donné celui-ci. Voilà, donc ce n'est pas comme ça, c'est vraiment randomisé. D'accord. Alors, monsieur le maire, dites-nous, est-ce que vous avez eu, nous tous, nous avons eu l'information, c'est vrai, sur ces tests-là qui se réalisent, mais qu'est-ce que vous en pensez dire? Non, moi, je trouve particulièrement cette initiative importante et nécessaire pour notre pays, puisque c'est le rôle aussi de l'université. On ne doit pas attendre toujours de l'extérieur une solution. Mais chez nous, ici, il y a des essences, des plantes qu'on peut vraiment utiliser. D'ailleurs, avec cette pandémie, vous allez trouver au niveau de la population, tout le monde a trouvé des traitements. Mais de façon scientifique, si l'université travaille sur ce sujet-là, je crois que c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, Madame la directrice, peut-être une appréciation de votre part par rapport à tout ce qui se fait concernant ces tests-là. Ce que je peux dire, c'est que c'est une étude bien pensée et bien menée. Si je compare à d'autres protocoles ou d'autres propositions de produits phytosanitaires faites dans ce contexte de Covid, le Togo a fait le meilleur choix en faisant un essai clinique en bonne et due forme
de façon randomisée, c'est-à-dire de façon aléatoire, liée au hasard, pour pouvoir apprécier ou évaluer l'efficacité de ces médicaments phytosanitaires sur le virus. Et donc, c'est une démarche scientifique qui nous permettra de voir si nos phytomédicaments sont réellement efficaces et qui peuvent contribuer à cette lutte-là dans ce contexte pandémique. Et peut-être nous permettre d'avoir le remède miracle. Oui, mais je vais ajouter que ce remède miracle ne va pas comment dire, sursoir ou bien annuler le respect des mesures barrières. Nous sommes à l'étape des tests et tout. Il faut être dans le préventif plutôt que dans le curatif. Sous d'autres yeux, on a remarqué que les gens activement on a vu leurs résultats. Les résultats, le nombre qui augmente. Les médicaments ont un but curatif ou bien aident l'organisme à lutter contre le virus une fois qu'il est là. Voilà. Mais il n'empêche pas le virus d'arriver au niveau de l'organisme. Donc, il ne peut pas remplacer le respect des mesures barrières, ni une quelconque vaccination si on arrivait à en avoir. Et Madame la directrice, moi je voulais vous poser la question par rapport au centre de Kara. C'est vrai, nous avons parlé de l'ambiance au niveau de l'INH à Lomé. Alors, quelle est l'ambiance au niveau de Kara? C'est la même chose ou... Vous savez, l'INH à Kara, c'est essentiellement les prélèvements reçus des formations sanitaires des districts. Donc, en cette période de fête-là, il y a eu une diminution drastique du nombre de prélèvements. Et le 25 et le 1er, bien que l'équipe soit là, il n'y a pas eu de prélèvement qui a été manipulé. Effectué. Et puis les échantillons manipulés il y en a pas au niveau de Kara. D'accord. Alors, Monsieur le maire, justement, vous aviez parlé des conséquences économiques des mesures prises durant les fêtes sur les populations. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé par dresser le bilan? Vous avez fait un travail déjà de fond pour voir un peu l'impact de ces mesures, l'impact de la période de fête justement sur les activités économiques et peut-être penser à comment aider les opérateurs économiques dans la commune Golfe 1. Bon, je dirais que aider, c'est trop dire. C'est trop dire. Bon, nous sommes une jeune commune, bon, tout comme les 116, on n'a pas assez de moyens, mais quand même, à notre niveau, nous avons une cellule qui réfléchit quand il y a un problème. Oui. Dans divers domaines. Si c'est économique, on a nos gestionnaires, nos financiers. Quand il y a un problème arrive, on réfléchit. Comment ça sort? On n'a pas les moyens, mais on peut réfléchir sur comment sortir de ce problème-là. C'est ce que nous faisons. Nous avons eu quand même à travailler lorsque on a eu cette réunion au niveau du ministère de tutelle pour avoir notre avis sur cette proposition que le comité scientifique leur avait envoyée. Bon, on a discuté avec les gestionnaires des bars et autres là. Ils ont soulevé ça, mais ils ont remarqué que nous sommes la commune impuissante de leur accompagner financièrement. On sait que ça a été très dur pour eux et aussi difficilement que les gestionnaires ont pu arriver à payer leur personnel. Donc on a fait le constat, mais on n'a pas eu... On a compris, c'était... c'est ça. Mais on les a encouragés que cette période... est passé, donc il faut voir toujours l'avenir avec sérénité et ne pas vraiment s'alarmer. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Alors, professeur Adion, 2020 passé, disons de mars 2020 jusqu'à fin, on a vu ce qui s'est passé. Nous avons débuté une nouvelle année 2021. Alors vous, en tant que
professionnel de la santé, spécialiste de la chose, et impliqué justement dans la lutte contre cette pandémie que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Si on vous demandait de me dire comment vous voyez 2021, disons par rapport à 2020, qu'est-ce que vous diriez? Alors, 2020 a été éprouvant, difficile, à tout point de vue. Beaucoup de sacrifices ont été faits. Et ça, nous devons nous féliciter, féliciter le gouvernement, féliciter chaque Togolais pour sa contribution à ce qui a été fait. Comment s'annonce 2021? Difficile à dire, seul Dieu le sait. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon, qu'est le vaccin. Nous espérons vraiment que ce vaccin-là soit rapidement disponible et que les sujets les plus à risque puissent en bénéficier et pour qu'on puisse vraiment pousser un ouf. Mais pour l'instant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a fait beaucoup de sacrifices, mais il reste encore à en faire. Il faut qu'on reste concentré. Et, le risque, comme c'était déjà annoncé, vous avez appris évidemment l'apparition d'une variante du virus plus contagieux. Le monde est devenu un petit village. Ce n'est pas exclu que ces variantes-là soient déjà dans notre pays, compte tenu de mouvements de population. Et donc, qu'on ait un virus plus contagieux, et quand vous parlez de plus de contamination, vous parlez également de plus de cas graves, évidemment, en termes de chiffres, je voudrais dire, pas en termes de proportions. Mais, et donc, c'est dire que on a beaucoup fait, mais il reste encore à faire. Il faut qu'on reste concentré. Et la victoire n'est pas encore là, la bataille n'est pas encore complètement gagnée. Voilà. On ne voit pas encore le bout du tunnel. Alors, Madame la directrice, c'est vrai que en 2020, on va dire que c'était l'effet de surprise et il a fallu s'adapter et tout. Bon, 2021, on va dire que maintenant, on vit avec la maladie. Donc, et selon vous, est-ce que on peut mieux s'adapter maintenant? La vie sera plus, bon, pas très très rose, mais plus ou moins rose maintenant. C'est difficile aussi à dire parce que on aurait pu le dire ainsi s'il n'y avait pas ce nouveau variant là qui est en train de se pointer et qui d'ailleurs surprend par rapport à sa vitesse de transmission, à son caractère plus facile à être transmis et aussi à la population qui est plus touchée avec ce nouveau variant là. C'est la population la plus active, les jeunes qui jusqu'à maintenant étaient la population la moins touchée par les formes graves. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel. On attend le vaccin vivement qu'il arrive. On a encore du chemin à faire avant de pousser un ouf de soulagement. Donc, il ne faut pas que... baisser les bras. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. On doit continuer par respecter toutes les mesures qu'on va nous édicter. Alors, chers invités, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, justement, mais avant de vous laisser repartir, vu que nous sommes en début d'année, donc, et la sensibilisation a repris de plus belle, justement, parce que la maladie, elle est toujours là, et on a découvert encore, disons, cette nouvelle souche-là, ce nouveau virus qui pointe à l'horizon de l'autre côté. Alors, votre peut-être mot de fin, vos souhaits, vos mots à l'endroit des populations en ce début d'année face à cette maladie-là. Alors, Monsieur le maire Gomado, nous allons commencer avec vous. Si vous avez quelque chose à dire aux populations en ce début d'année pour peut-être vivre avec la maladie. Merci. Ce que moi je voudrais dire, c'est que le temps de panique est passé, mais cela ne veut pas dire que la maladie ou bien la pandémie n'est pas là.
nous avons déjà l'impact socio-économique de cette pandémie. Et il faut que chaque citoyen fasse attention, parce que quand vous avez la Covid, c'est une psychose au sein de la famille et même au niveau du service, parce que moi-même j'en ai eu et mon expérience, ça n'a pas été du tout facile. Parce que moi-même, il faut le reconnaître, j'ai un mental vraiment fort, mais autour de moi, c'est la panique. Et au niveau du service et tout ça. Donc il faut qu'on évite ça. Et imaginez que une personne qui est très importante, c'est cette personne qui sort et que toute la famille mange. Voilà. Et que cette personne... Disons le pilier de la famille. Ça va être vraiment très difficile. Donc, on doit faire, donc je fais cet appel à chaque citoyen de prendre soin de lui, et en prenant soin de lui, il prend soin des autres. Donc, et d'éviter à ce que cette nouvelle variante tombe encore dans notre vie et que ça va encore chambouler tout ce que le gouvernement a prévu, déjà mis en place pour continuer le processus de développement de notre pays. Donc j'appelle à tout un chacun de nous de faire attention et de préserver sa famille, et de préserver également le corps médical, parce que le corps médical n'est pas appelé seulement pour gérer la pandémie. Il y a d'autres maladies. Si effectivement on leur complique la situation, je crois que ça va être difficile pour tout le Togo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Blackpog Goumado, qui est donc le maire de la commune Golfe 1. Madame la directrice, votre mot à l'endroit des populations. On ne le dira jamais assez. Il faut qu'on continue par se préserver soi-même en respectant les mesures barrières. Cela nous permettra également de préserver ceux qui nous entourent, qui seraient peut-être plus vulnérables que nous, parce que il se peut que nous, on se dise qu'on n'a aucune comorbidité qui nous ferait faire une forme grave, mais on ne sait pas à qui on pourra transmettre le virus. Donc, il faudrait qu'on insiste sur le respect des mesures barrières. Ne soyez pas déjà lassés, on va continuer par le marteler jusqu'à ce qu'on ne trouve le bout du tunnel. Et comme nous l'avons bien compris, on n'est pas encore au bout du tunnel. Il y a ce nouveau variant qui est en train de circuler au sein de la population jeune. Et malheureusement pour nous, le constat c'est que c'est cette population jeune-là qui ne respecte pas les mesures barrières, prétendant que ce virus ne me fera rien parce que je suis jeune. Je suis jeune, j'ai une immunité forte. Respect des mesures barrières, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, sinon mesdemoiselles. Et aussi pour les cas confirmés que nous sommes en train de suivre à domicile, c'est pour permettre à la population de mieux adhérer à leur suivi et aussi de décongestionner nos formations sanitaires que nous sommes en train de suivre certains. Donc les formes asymptomatiques à domicile. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont libres de tout mouvement. On vous a demandé d'être isolé à domicile parce que votre domicile vous permet d'être plus confortable et aussi d'être à l'écart parce que les conditions environnementales de votre domicile s'y prêtent. Donc ce n'est pas l'occasion pour vous de continuer par fréquenter les gens ou de recevoir les visites. Donc priez, respectez les modalités d'isolement à domicile et de suivi à domicile. Voilà ce que je peux dire en ce début d'année, dans ce contexte de pandémie de Covid-19 au Togo.
Merci beaucoup, Madame la directrice, donc le médecin commandant Wembo Alatoko Obeli, qui est la directrice donc de l'Institut national d'hygiène INH, et le médecin biologiste, épidémiologiste. Professeur Adjo, votre mot à l'endroit des populations. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Encore. On a déjà fait beaucoup de sacrifices, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Moi, je suis convaincu et je suis confiant qu'on ne finira pas trouver une solution à cette pandémie, mais il faut au moins qu'on soit là, encore vivant, quand la solution sera trouvée. Voilà. Chaque jour qui passe, Covid-19 fait de victimes. Le lundi passé, on a notre staff au CHR, on a discuté d'un cas, le cas d'un directeur d'une grande société de notre pays. Malheureusement, on l'a perdu par Covid. Les gens meurent régulièrement de Covid-19. Et si on peut faire quelque chose pour éviter ces morts-là, il faut le faire. Et donc, je nous invite, je nous encourage à continuer par accepter les privations qui seront encore nécessaires, les sacrifices qui seront encore nécessaires pour qu'ensemble, qu'on soit là quand la solution sera trouvée. Voilà ce que j'aurais dit. Et donc, de continuer par appliquer, par être très discipliné par rapport à l'application des mesures barrières, à être exigeant envers soi-même, mais aussi envers l'autre, en nous rappelant les uns les autres à la vigilance et à l'application des mesures barrières. Le docteur Alat Akol a déjà dit, nos malades que nous gardons à la maison, parfois on les retrouve dans la rue, c'est pas normal. Parce qu'ils sont asymptomatiques. Oui, donc, parce qu'ils sont asymptomatiques. C'est effectivement pour ne pas submerger nos hôpitaux que cette décision a été prise. Mais il faut que chacun, à son niveau, joue son rôle, soit conscient et fasse ce qu'il doit être fait pour qu'ensemble on puisse gagner cette guerre. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur Komi Séraphin Adjo, qui est pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune. Il est également membre du conseil scientifique. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, une nouvelle année s'ouvre, mais avec la pandémie, la maladie qui subsiste toujours. Prudence, prévention et discipline pour cette année 2021. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.